bienvenue sur la panafricaine Midi 1. Comme toujours, c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission. Le débrief sur le continent, les pays africains restent largement dominés par des économies de rente spécialisées dans les produits agricoles, miniers et pétroliers, ce qui constitue des défis à la croissance économique de l'Afrique. Une situation accentuée également par les changements climatiques, les fluctuations des prix des matières premières, les conflits géopolitiques, les pandémies entre autres, des chocs exogènes qui réduisent les marges de manœuvre financières des gouvernements, aggravent l'endettement et baissent également les recettes budgétaires. Quel impact de ces chocs sur les économies africaines? Comment assurer la viabilité des finances publiques face aux chocs extérieurs? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons de transparence et d'innovation dans l'administration publique. De plus en plus d'ailleurs en Afrique, les autorités publiques misent sur la transparence et l'innovation dans les services publics, ce qui passe par l'adoption de nouvelles technologies, la redéfinition des processus organisationnels et l'émergence d'une culture d'innovation au sein de ces institutions publiques. L'objectif étant de promouvoir la redevabilité et la participation citoyenne, de cultiver aussi la transformation numérique des administrations africaines, ce qui rend les services publics plus efficaces et plus accessibles. Quels enjeux des innovations dans le service public? Comment faire de la transparence et de l'innovation le fer de lance d'une administration publique moderne? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Modou Bey, vous êtes inspecteur du Trésor, également spécialiste de l'économie et de la définance plutôt et de la commande publique. Merci d'avoir bien voulu une nouvelle fois répondre présent à notre invitation. Merci beaucoup, Daouda. Merci aussi à tous les Sénégalais qui nous écoutent. J'espère qu'ils vont beaucoup apprécier les échanges qui vont suivre. Et merci également, en tout cas, comme je l'ai dit, pour cette disponibilité renouvelée également. Merci aussi à Dr Souleymane Keita, spécialiste également de l'économie et aussi des finances publiques. Merci Dr Souleymane Keita d'avoir bien voulu une nouvelle fois répondre aussi à notre invitation. Merci Daouda pour l'invitation et aussi de l'opportunité que vous m'offrez donc de contribuer au débat politique, au débat public. Et je reste d'ailleurs avec vous, Dr Keita. Quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de ces conséquences des chocs exogènes sur nos économies, les économies africaines? Merci encore une fois pour l'invitation. Quand vous parlez des chocs exogènes, il est important d'abord, avant de parler de l'impact de ces chocs exogènes sur l'économie, d'expliquer aux spectateurs ce que c'est qu'un choc exogène. Vous savez, quand on parle de chocs exogènes, ce qu'on appelle, c'est des effets induits, n'est-ce pas, qui perturbent le fonctionnement d'une économie nationale sans que ces perturbations n'aient d'origine, de façon endogène, c'est-à-dire ne soient d'origine interne. Donc ces chocs exogènes viennent perturber le fonctionnement de l'économie nationale et donc ces chocs-là n'étant pas prévus, donc ça peut amener des conséquences sur l'emploi et sur le niveau de l'activité économique. Mais il faut voir effectivement ces dernières années, ces chocs exogènes se manifestent d'abord, premièrement, d'abord par rapport à l'évaluation, n'est-ce pas, des crises climatiques. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la question, n'est-ce pas, du développement durable, des crises climatiques, ça impacte, n'est-ce pas, sur le rendement agricole, ça impacte sur un certain nombre de choses, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Deuxièmement, également, les conflits géopolitiques. Vous avez certainement entendu parler de la crise ukrainienne. Récemment, la crise en Palestine avec ce qu'on appelle l'Israël. C'est des éléments aujourd'hui qui sont des éléments perturbants, n'est-ce pas, sur le niveau de l'activité économique. La tension également que le monde avait connue entre l'Iran et Israël. Israël, tout ça, c'est ce qu'on appelle la tension géopolitique. Mais aussi l'autre facteur également, quoi, qui sont des facteurs que nous ne maîtrisons pas et qui ont un impact sur nous, ce qu'on appelle le facteur numérique. Pourquoi aujourd'hui le numérique aujourd'hui constitue un élément très important donc, dans les données que nous partageons, mais également avec la fracture numérique aussi qui a un impact aussi sur le niveau de l'activité économique. Quand je prends un premier élément comme aujourd'hui ce qu'on appelle les changements climatiques, vous allez voir aujourd'hui que nous avons la plupart de nos ressources que nous avons, c'est-à-dire qu'on appelle les denrées de première nécessité. En tout cas, dans les statistiques, il a été prouvé que plus de 70% pour être beaucoup plus moins, n'est-ce pas, exhaustif. Donc, plus de 70% de ce que nous consommons provient de l'extérieur. Et quand il y a changement climatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les perturbations sur le marché international, ça peut impacter, n'est-ce pas, sur le volume de production de ces pays-là et ça peut aussi entraîner des coûts additionnels que ces gens n'avaient pas prévus. Ça, c'est un autre élément. L'autre élément aussi qui a à 95%, n'est-ce pas, impact sur nos activités, c'est le pétrole. Vous savez donc, le cycle d'évolution du prix du pétrole obéit à un certain nombre de cycles que nous ne maîtrisons pas. Et donc, quand on est en période de cycle bas,
où par exemple aujourd'hui le prix du baril est trop bas, ça embellit effectivement notre économie et nous avons une respiration économique. Mais quand nous sommes en période de cycle haut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple le baril est à son niveau le plus élevé, ça enchérit effectivement ce qu'on appelle ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs. D'abord sur le prix, n'est-ce pas, d'arrêt de première nécessité que nous avons, parce que l'ensemble des produits provient, n'est-ce pas, du pétrole, mais également aussi sur ce qu'on appelle l'électricité, sur le coût de certain nombre de produits qui ont des conséquences, n'est-ce pas, sur les finances publiques. Et j'aimerais qu'on reste sur ce point que vous êtes en train de développer. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le monde a connu les conséquences de la Covid-19, la pandémie de Covid-19, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et même des défis sécuritaires auxquels font face certains pays africains ou même d'autres pays, mais qui impactent directement les États africains. Au-delà aujourd'hui de la conséquence de ces chocs extérieurs-là, dans cette période de relance économique dans laquelle nos États se trouvent, quel est l'état aujourd'hui, selon vous, en tout cas en tant qu'économiste, quel est l'état de notre croissance, de la croissance économique de ces États africains-là, et surtout l'état de leur économie globalement? Vous savez, comme nous avons des économies qui sont complètement dépendantes, n'est-ce pas, de l'extérieur, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ces crises, ça impacte sur nos finances publiques. D'abord, en matière, n'est-ce pas, de recettes d'exploitation, vous allez le voir, mais aussi en matière, n'est-ce pas, de coûts de production. Aujourd'hui, nous avons le coût de la vie est extrêmement très élevé. C'est lié à quoi? Parce que tout simplement, nous avons subi de plein fouet les effets, n'est-ce pas, de l'augmentation, n'est-ce pas, d'arrêt de première nécessité. Mais avec la crise ukrainienne dont vous en avez parlé, vous savez, 90% disons, du blé que nous recevons provient, n'est-ce pas, de ce pays-là, l'Ukraine. Donc, justement, le coût de transport a été revu à la hausse, donc ça a impacté, n'est-ce pas, sur le d'arrêt de première nécessité. L'État a été obligé de renoncer à un certain nombre, n'est-ce pas, de ces recettes liées effectivement au cordon douanier pour permettre effectivement que cela ne se répercute pas, n'est-ce pas, sur le prix, n'est-ce pas, à la consommation. Donc ça, c'est des effets néfastes, n'est-ce pas, que nous avons, qu'on appelle les chocs exogènes, qui ne sont pas dus fondamentalement à la nature de l'activité économique que nous avons en interne, mais qui est due effectivement à l'activité économique extérieure. Et je pense que comme vous avez fait allusion à l'économie du Sénégal, c'est pourquoi aujourd'hui, les nouvelles autorités, justement, prônent ce qu'on appelle le consommation local. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, avec les conditions qui sont données, il y a deux conditions fondamentales pour avoir ce qu'on appelle une agriculture. C'est la pluie, on en a, c'est les terres, on en a. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers maintenant le deuxième élément, vers l'investissement. Et dès les nouvelles réformes, n'est-ce pas, du code des investissements, ouvrent une brèche, n'est-ce pas, pour nous permettre, n'est-ce pas, de capter les investissements nécessaires pour la relance, n'est-ce pas, du secteur agricole, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'éviter, n'est-ce pas, de dépendre à 90%. J'aimerais qu'on reste toujours avec ces chocs exogènes pour interpeller M. Bey là-dessus. Selon vous, comment ces chocs extérieurs également impactent aujourd'hui les recettes budgétaires de ces États africains, ainsi que même le niveau d'endettement? Merci beaucoup, Daouda. Ces chocs exogènes impactent différemment les recettes budgétaires selon la nature du choc. Parce que vous pouvez avoir des chocs qui sont des chocs de prix, vous pouvez avoir des chocs climatiques, vous pouvez avoir aussi des chocs épidémiques ou d'autres natures de chocs. Si vous êtes dans les chocs de prix, souvent c'est les prix des coûts des matières premières qui sont affectés. Et à partir de ce moment-là, comme l'Afrique est un réservoir de matières premières et un déservoir de produits finis, ce que vous allez voir, c'est que vous êtes dans des situations où tout baisse des coûts des matières premières impacte les pays qui sont producteurs. C'est pourquoi, quand il y a eu une baisse des coûts des matières premières entre 2014 et 2016, des États comme le Congo ou la Guinée équatoriale ont été les États africains qui ont été les plus impactés, parce que ça a réduit drastiquement leurs recettes. Mais si vous analysez de plus près, ces crises-là de produits de matière, des cours des matières premières, c'est des crises qui suivent un circuit qui n'est pas linéaire. Ça arrive de temps à autre, ça disparaît, ça arrive. Par contre, en revanche, quand vous êtes dans des chocs climatiques, souvent c'est des chocs qui perdurent plus dans le temps. Ça affecte presque de façon pérenne tes finances publiques. Aujourd'hui, quand on parle des inondations, c'est presque des problèmes récurrents pour le continent africain. Quand on parle de la sécheresse, c'est des problèmes récurrents. Quand on parle du changement climatique, c'est des problèmes récurrents. C'est pourquoi là aussi, le niveau de mesure que les États africains doivent adopter, ça doit être des niveaux de mesure avec des solutions pérennes. Là, il faut mettre en place... Différencier également selon le choc extérieur qu'il y a en face. La nature du choc. Quand vous êtes dans des chocs maintenant épidémiques et autres, vous voyez que là, c'est des chocs qui sont plus rares.
La Covid-19, Ebola, ça suit souvent des cycles de 10 à 15 ans, à 20 ans, parfois plus. Donc, c'est des chocs qui sont plus rares, mais qui sont plus impactants sur nos finances publiques. Tout à fait. Si vous prenez l'exemple de la Covid-19, pourquoi ça impacte le déficit de nos États? Tout simplement parce que le niveau de recettes va baisser en cas de pandémie. Les recettes vont baisser parce qu'il n'y a plus d'activité. Et en même temps, vous êtes obligé de faire des dépenses de soutien auprès des secteurs sociaux, auprès des secteurs qui sont vulnérables, qui ont été impactés. Ce qui fait qu'ici, vous êtes dans des courbes où vos recettes baissent et vous êtes obligé d'augmenter vos dépenses. Quand vous pouvez le faire, vous êtes obligé de vous endetter. Et souvent, la situation fait que pendant ces temps-là, quand vous vous endettez à des taux qui ne sont pas favorables et ça vous met dans des spirales d'endettement où vous êtes obligé, pour faire face à cette crise-là, d'être dans des situations où vous endettez à des taux qui ne sont pas favorables et ça impacte de façon continue les finances publiques. Ce qui fait que tout dépend de la nature du choc et du type de choc que vous avez. Qu'il y a en face. Voilà. Et si l'on prend l'exemple aujourd'hui d'un pays comme le Sénégal, comment aujourd'hui l'économie sénégalaise a-t-elle été impactée par les chocs extérieurs, comme si on prend l'exemple de la pandémie de Covid-19? Oui, ça nous a gravement affecté. Vous avez vu que durant la période pandémie de 2019, déjà au niveau de l'UEMOA, les pays de l'UEMOA ont suspendu le pacte de convergence, de croissance et de stabilité. C'est la première mesure qu'ils ont prise en 2020. Et ils ont pris des dérogations au niveau de l'UEMOA pour permettre aux États de dépasser le ratio de 3% de déficit qui a été fixé. Ce qui fait que, conséquemment, tous les États se sont mis à aller sur les marchés financiers afin d'avoir des ressources pour faire face à ce choc-là. Deuxième élément, les États ont été obligés de demander l'effort ou le sacrifice citoyen à travers les fonds de concours. Les khalifes généraux avaient contribué, tout le monde avait contribué et on avait pu mobiliser les 1000 milliards, si vous vous souvenez, qui ont été dépensés. Troisièmement, la façon dont on l'a dépensé, ça a eu ça a eu des impacts après en termes de reddition des comptes. Des affaires judiciaires sont présentement en cours d'ailleurs. Des affaires judiciaires sont présentement en cours, donc il faut analyser aussi l'impact du point de vue de la gestion de ces fonds-là sur le respect des règles éthiques et de bonne gouvernance. L'autre impact que nous avions eu aussi, c'est que quand il y a eu la pandémie Covid-19, directement, nous avons pris tout un ensemble de mesures et d'arsenal juridiques pour faire face. On a dit qu'il fallait plus respecter le code des marchés, qu'il fallait avoir un dispositif dérogatoire pour faire face à... Et c'est là où, c'est vrai, en droit, on a l'habitude de dire, quand la maison brûle, on ne parle plus de règles, pour dire que les situations d'urgence justifient des mesures exceptionnelles. En revanche, ces mesures exceptionnelles ne sont pas des zones de non-droit et il est extrêmement important de s'arrêter pour voir comment avoir des mesures qui sont plus pérennes, des mesures qui sont plus proactives que réactives. Si on devait résumer, c'est que la réaction de l'Afrique a été plus réactive que proactive. On ne s'est pas préparé sur des mesures pour anticiper ces chocs. Et nous espérons en tout cas que la leçon a été bien retenue par nos États suite en tout cas aux conséquences que la pandémie de Covid-19 a eu sur nos économies pour aujourd'hui plus anticiper par rapport à des mesures plus proactives comme vous le disiez. Et M. Keita, comment assurer selon vous aujourd'hui la viabilité de nos finances publiques face à ces chocs extérieurs, des chocs en tout cas qui ne dépendent pas de nous et qui ne viennent pas forcément du niveau endogène? Ok, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme c'est des chocs exogènes, il faut d'abord comprendre, identifier les chocs. Comme je vous ai dit, c'est des chocs climatiques, c'est des chocs liés à la technologie, c'est des chocs démographiques, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais aussi c'est des chocs alimentaires. Maintenant, donc, une fois que les chocs ont été identifiés, on ne peut pas aussi, c'est-à-dire aussi, il faut se dire une chose, il y a des chocs sur lesquels on ne peut pas être suffisamment prêt. Par exemple, les pandémies, comme on vient de dire tout à l'heure, chaque 10-15 ans, on ne fait pas ce qu'on appelle des prévisions alarmistes, mais quand même, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des épidémies. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par contre? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chocs sur lesquels aujourd'hui qui ont un impact direct sur la population, comme le choc alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on change la philosophie, n'est-ce pas, de la gestion, n'est-ce pas, de nos deniers publics. Et puis aussi la philosophie, n'est-ce pas, du fonctionnement, n'est-ce pas, de nos économies. Il ne faut pas qu'on ait, depuis les indépendants jusqu'à nos jours, nous sommes dans une logique, n'est-ce pas, où l'Afrique est transformée en pourvoyeur de matières premières
et importateurs de produits finis ou de produits semi-finis. Et cette tendance-là doit changer. Et pour cela, justement, il faut qu'on essaie d'inverser la trajectoire. Les chocs alimentaires dont vous parlez tout à l'heure, l'Afrique dispose de suffisamment de terres arables également. La production et la transformation interne ou bien localement pourraient constituer une solution. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il faut identifier les causes. Une fois que les causes sont identifiées, donc quand je prends la cause interne, comme par exemple l'agriculture, aujourd'hui on a suffisamment les moyens nécessaires justement pour faire face aux chocs, pas tous les chocs exogènes, parce qu'aujourd'hui aussi, même si vous produisez sur place, mais il y a des éléments sur lesquels vous ne pouvez pas aussi maîtriser. Maintenant, c'est pourquoi moi je préconise même la mise en place, n'est-ce pas, des fonds d'investissement. Pourquoi pas? Récemment, j'avais fait une présentation sur ce qu'on appelle les fonds souverains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, les fonds souverains, l'objectif de ces fonds souverains, c'est de constituer des fonds qui permettent aujourd'hui, en période de bas cycle, parce qu'aujourd'hui l'économie fonctionne sur la base des cycles. Il y a des cycles, il y a des bas cycles, il y a des hauts cycles. Maintenant, lorsque nous sommes en période de bas cycle, c'est-à-dire que maintenant les conditions climatiques ne sont pas favorables, et le marché international n'est pas favorable. Donc ces fonds qu'on a injectés ailleurs dans les autres économies pour nous permettre, n'est-ce pas, de supporter l'économie pendant une période de temps bien déterminée jusqu'à ce que le cycle revienne à la normale. Donc par conséquent ici, la solution que je propose aujourd'hui, en fait, la première chose, d'abord, c'est le retour vers la mise en place des fonds souverains qui vont être constitués soit sous la base, n'est-ce pas, des recettes que nous allons avoir sur le pétrole ou le gaz, ou bien sur la base, n'est-ce pas, de l'excédent d'exportation que nous pouvons avoir sur l'ensemble, sur un certain nombre de nos activités économiques, pour permettre effectivement qu'en période de bas cycle, que nous puissions sentir, c'est très bien, mais en période de cycle haut, maintenant que nous puissions avoir ces ressources-là pour pouvoir injecter dans l'économie pour nous permettre de nous entourer. Vous parliez tout à l'heure de choc démographique. Qu'entendiez-vous par là? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a ce qu'on appelle une économie dans laquelle aujourd'hui vous vivez que de l'extérieur, donc ce qui risque de se passer, c'est quoi? Vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des chocs démographiques. Regardez par exemple aujourd'hui, Dakar qui représente aujourd'hui, à titre d'exemple, que 2,5% de la surface du Sénégal consacre à peu près 90% des activités. Dakar est en période donc, ce qu'on appelle d'exode rural, de saturation. Maintenant, donc aujourd'hui, si par exemple l'activité économique comme l'agriculture n'est pas développée dans cette zone-là, dans les zones où par exemple la culture, la transformation des terres ne sont pas valorisées, nous allons accuser effectivement ce qu'on appelle l'exode. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un sous-peuplement, n'est-ce pas, de la capitale au détriment, n'est-ce pas, des autres régions. Maintenant, tout ça c'est lié à quoi justement? Les chocs exogènes que nous n'arrivons pas à absorber, c'est ce qui entraîne effectivement ça. Et quand même de plus en plus quand même dans des pays africains, comme je peux prendre l'exemple du Sénégal, on tend à corriger cela avec également le fait de décentraliser ou de délocaliser certains services et même de créer des zones économiques spéciales et autres zones économiques territoriales en tout cas pour permettre de développer d'autres pôles économiques à l'intérieur du pays. Nous reviendrons tout à l'heure sur d'autres questions concernant ce point-là. Et l'on entend souvent également parler de croissance économique BI qui représente également cette variation positive et durable de la production de biens et services sur une période donnée. Mais existe-t-il aujourd'hui un lien réel entre ces chocs exogènes-là et entre ces chocs exogènes et aujourd'hui la croissance économique de ces États? Bien sûr, parce que pour mesurer la croissance, en tout cas l'unité de mesure c'est le PIB. C'est le PIB qui va dire que sur tel État, on a produit le produit intérieur brut, on a produit tant de pourcents. Maintenant, cette production-là est impactée parce qu'effectivement, les chocs ont des impacts directs, mais ont des impacts indirects. Les impacts directs des chocs, c'est quoi? C'est la destruction du capital physique et humain, quand il s'agit de pandémie ou d'épidémie, par exemple. Il y a eu beaucoup de morts. C'est la diminution des recettes fiscales et du capital privé. L'État n'a plus de fiscalité, les privés ne font plus des bénéfices. Mais les coûts indirects, c'est justement le fait que ça diminue la production. Ça fait de telle sorte que si la production est diminuée, la croissance du pays va être affectée naturellement. Donc vous voyez qu'il y a un lien. Si on regarde ces impacts indirects, c'est sur la croissance, sur l'inflation, c'est des déséquilibres macroéconomiques. Et c'est ça qu'on entend par les impacts indirects. Et ce sont ces impacts indirects-là qui... Et comment les États arrivent à gérer aujourd'hui ces impacts indirects dont vous parlez? Bon, tu sais, les chocs, la gestion est très compliquée parce que vous êtes obligé de concilier beaucoup de mesures. Premièrement, vous êtes obligé d'augmenter la part de recettes fiscales tout en maîtrisant mieux la gestion de la dette.
Comment augmenter la part de recettes fiscales? Il faut le faire sans augmenter la pression fiscale. Aujourd'hui, la pression fiscale est fixée à 20% au niveau de l'UEMOA, au niveau du pacte de convergence, de croissance et de stabilité. Le Sénégal étant le meilleur élève de l'UEMOA est pourtant à 18%. Donc, il faut trouver des moyens d'élargir les recettes fiscales sans pour autant que les mêmes gens qui payent continuent à payer. Donc, vous devrez élargir le champ. À travers une généralisation aujourd'hui de cette Vous devez élargir le champ. Et ça, il faut le faire aussi tout en n'affectant pas l'inflation. Et c'est ça qui est difficile. Comment concilier des mesures fiscales qui sont justes pour permettre à l'État d'avoir des... Je prends l'exemple de la taxe sur le mobile money, on en discute. La taxe sur le mobile money, aujourd'hui, vous l'instituez. Oui, vous pouvez améliorer les recettes fiscales de l'État, mais vous diminuez le pouvoir d'achat du Sénégalais. Donc en même temps, vous augmentez la fiscalité, vous diminuez, vous agissez sur l'inflation, et donc du coup, vous réglez des problèmes budgétaires, mais vous en causez des problèmes économiques. Et c'est ça la difficulté pour nos États de concilier. Mais n'empêche, vous êtes obligés d'augmenter, et il faut identifier des niches de recettes telles que les taxes environnementales, les taxes carbone, les taxes sur les produits de luxe par exemple. Aujourd'hui, pourquoi pas des taxes sur les produits de luxe? Il faut l'imaginer. Des gens qui se prêtent à un certain mode de vie, on doit pouvoir les taxer encore davantage. L'autre élément, au-delà des taxes, il faut bien gérer la dette. Parce qu'aujourd'hui, il faut diversifier le profil de la dette. Si vous prenez le profil de la dette commerciale est passée de 20 à 43% entre 2000 et aujourd'hui en Afrique. Donc on est obligé de diversifier ce profil de la dette en contractant davantage avec notamment d'autres pays, d'autres continents, mais aussi d'autres partenaires, en allant vers les Exim, en allant vers les eurobonds, en allant vers la dette intérieure comme l'État sénégalais est en train de le faire, pour ne pas que notre dette ne dépende. Au-delà de ces mesures, vous êtes obligé d'avoir une souscription à des assurances. Pourquoi les États ne pensent pas qu'ils pourraient souscrire à des assurances pour certains secteurs? Parce que c'est ça le rôle de l'assurance. C'est un peu essayer d'identifier des niches ou des secteurs sur lesquels on n'a pas assez de maîtrise et de transférer notre responsabilité de prise en charge au cas où il y aurait des chocs par rapport à ces secteurs-là et de le confier à des maisons d'assurance moyennant le paiement de prix. Et ça, on doit agir. Je suis d'accord avec lui. On doit aller vers la constitution de réserve à travers les fonds souverains. Voilà, que ce soit les fonds souverains, que ce soit les fonds de développement, que ce soit les fonds stratégiques, ou bien même le fonds de stabilisation qui a été créé au Sénégal avec la loi de 2022 sur le secteur des hydrocarbures. Et donc la gestion est confiée au fonds 6. Le fonds intergénérationnel, il faut constituer des réserves. Mais ici, ce qui nous intéresse davantage, c'est moins le fonds intergénérationnel que le fonds de stabilisation. Parce qu'avec la loi de 2022, il a été créé un fonds de stabilisation pour dire que malheureusement, ce fonds, on ne lui a pas affecté un quote-part. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que c'est la différence entre les recettes structurelles et les recettes effectives toutes les recettes pétrolières qui seront mobilisées, qui vont servir à abonder ce fonds-là. Et on a un plafond d'accumulation qui a été fixé, de telle sorte qu'à chaque fois que l'État veut avoir des ressources sur ce fonds-là, l'État va juste tordre le principe de sincérité budgétaire en évaluant un peu moins les recettes ascendues, tout en sachant que ces recettes-là seront supérieures afin de créer une différence qui pourrait abonder ce mécanisme du fonds de stabilisation et faire face demain à des chocs. Mais vous êtes obligé de concilier toutes ces mesures-là. Il y a aussi la coopération. On est obligé de... Je donne un exemple. Il a été établi qu'en 2009, rien que les renseignements entre les États africains nous ont permis de se rendre compte que les renseignements pouvaient nous permettre de mobiliser 3,8 milliards de recettes supplémentaires. Et en 2023, ce qui s'est passé est assez illustrant, c'est que les renseignements obtenus de 7 pays nous ont permis de mobiliser 2,2 milliards supplémentaires de recettes fiscales. Rien que les renseignements de 7 pays. Donc, la coopération internationale, ce n'est pas à négliger. Il faut que les États s'échangent des informations. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile avec l'impôt, c'est que les gens... Il est difficile de les localiser géographiquement. Ils sont au Sénégal, mais ils ont des activités au Mali. Ils ont leurs épouses qui est au Burkina. Ils vont voyager. D'ailleurs, entre États et entre partenaires également, pour permettre surtout aussi de lutter contre ces flux financiers illicites, ce qui est en tout cas une forme aussi de transparence dans la gestion des finances publiques. Tout à fait. Et transparence et innovation également comme fer de lance d'une administration moderne. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission.
De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Monsieur Bey, je le disais en introduction, de plus en plus également, la transparence et l'innovation sont au cœur de la transformation des services publics. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette nécessité d'aller vers cette transformation et surtout cette redevabilité dans la gestion des finances publiques? Oui, mais merci beaucoup pour cette question. Vous savez, la transparence n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire c'est des processus. C'est une finalité. Voilà, il faut que l'État ait pour finalité d'être dans des sociétés qui soient transparentes, pour lesquelles les seules données qu'on doit refuser au public, c'est des données soit qui sont très sensibles, ou bien des données qui ne présentent pas un intérêt pour le public. C'est d'ailleurs l'objectif de la loi sur l'ouverture des données. Vous avez suivi récemment que le gouvernement sénégalais, pour prendre l'exemple sénégalais, a adopté 4 lois, y compris la loi sur l'ouverture des données. Et c'est pour des raisons de l'accès à l'information, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte et autres. En fait, c'est un processus parce que les États africains ont compris que nous sommes dans des sociétés très vulnérables, dans des sociétés où il est très difficile, en tout cas, de gérer les finances publiques parce que même nous à la fac, on nous enseignait en nous disant que les finances publiques c'est une matière ésotérique, difficile à comprendre, seuls les sachants ou les initiés. Mais aujourd'hui, les États ont compris la nécessité d'aller dans un processus d'externalisation de cette connaissance, pour ne pas dire de simplification ou de routinisation même de cette matière. Parce qu'il faut que, rien que l'exemple de la loi sur les lanceurs d'alerte, c'est une forme d'externalisation de la vigilance. Tout à fait. Parce qu'il y a des corps de contrôle qui sont payés pour ça. Les corps de contrôle de l'État sont déjà payés pour effectuer les contrôles publics. Mais c'est parce que leurs missions ont échoué qu'on a compris ce besoin-là d'aller vers le citoyen pour lui dire, si tu découvres des éléments, venez nous informer, nous, État. Mais comment le citoyen peut le faire? Mais est-ce un échec ou bien plus un complément de cette mission aujourd'hui des corps de contrôle? C'est un complément, mais il faut l'avouer, il faut oser l'accepter. Aujourd'hui, nos systèmes de contrôle ont été défaillants en Afrique. Pourquoi les systèmes de contrôle ont été défaillants? Parce que... Pourquoi nos systèmes de contrôle ont été défaillants? Parce que souvent, il y a l'influence politique. Les gouvernements politiques ne laissent pas assez haute cour et corps de contrôle effectuer le travail convenablement, souvent. Deuxième élément, ils n'ont pas souvent de moyens, que ce soit les moyens logistiques, les moyens humains. Troisièmement, la façon de travailler est très dépassée. Si vous allez dans des administrations modernes, l'exemple du Kenya, ils ont drastiquement augmenté les recettes fiscales grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si vous allez au Cameroun, c'est la même chose. Si vous allez au Rwanda, c'est la même chose. Mais ces pays ont compris que non seulement il faut s'appuyer sur le digital, donc naturellement, au-delà de s'appuyer sur le digital, ces pays ont compris aussi la nécessité de faire concourir les citoyens dans cette vigilance, dans cette promotion d'une culture d'intégrité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, oui, il faut le concevoir comme un échec, mais c'est un échec systémique. Ce n'est pas forcément une attaque envers ces corps de contrôle, mais c'est un échec systémique. C'est tout le système qui a effondré du fait qu'on n'a pas mis en place, en réalité, des moyens pour avoir des systèmes de gouvernance qui soient assez résilients, des systèmes qui soient assez forts pour faire quand même tout le travail nécessaire pour avoir des sociétés intègres et justes. Vous avez abordé tout à l'heure 2 points assez importants également. La nécessité aujourd'hui de faire concourir également les citoyens, c'est-à-dire cette participation citoyenne également, mais également un autre point, l'intégration des technologies comme l'intelligence artificielle. Les citoyens doivent le faire s'ils sont informés. Et de façon également assez encadrée. S'ils sont informés. Ils sont informés et de façon assez encadrée, puisque la loi également prévoit des sanctions également pour des fausses informations, la divulgation de fausses informations. L'autre point dont je parlais également, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. De plus en plus aussi, on voit des États recourir en tout cas à cette forme d'intelligence qui permet de faciliter davantage le travail. Il y a même l'Albanie dernièrement aujourd'hui qui a confié un ministère chargé des marchés publics aujourd'hui à une intelligence artificielle. Qui s'appelle Djela. Tout à fait, qui s'appelle Djela, qui veut dire bonheur, je pense, dans leur lumière, autant pour moi, dans leur langue. Et docteur Keita, selon vous, comment est-ce que ces initiatives et autres innovations révolutionnent-elles, autant pour moi, la manière dont les services publics sont délivrés?
D'accord, merci. Peut-être pour ne pas trop revenir à ce qui a été dit par B, je veux le dire, ce n'est pas forcément des échecs par rapport au corps de contrôle. Il a raison. Mais il a plus parlé d'échecs systémiques. Pas l'échec des corps de contrôle, mais de tout le système. Je suis d'accord, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir d'abord à ce niveau-là, ce qu'il faut préciser, c'est-à-dire que ces corps de contrôle sont limités dans leurs exercices. C'est vrai. Ce n'est pas l'échec parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une mission bien définie, on périmètre effectivement votre point d'action. On dit voilà, même si c'est une administration publique, vous allez peut-être faire des audits autres, on dit voilà le périmètre d'intervention. Vous ne devez pas dépasser ça. On vous donne par exemple des délimitations temporelles et des délimitations peut-être liées effectivement géographiques. On dit voilà, vous devez vous limiter à telle zone, telle autre zone, telle période, telle autre période. C'est la loi qui l'encadre. Mais c'est vrai aussi, dans le cadre des réformes des finances publiques, il a dit, nous avons ce qu'on appelle le budget citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que le citoyen s'approprie effectivement de la gestion des finances publiques. Parce qu'on fait de la finance publique, pas forcément pour l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a une mission transversale. Mais c'est le citoyen qui doit s'approprier effectivement d'aller vers l'information. Et ça permet justement, la loi n'est pas sous les lenteurs d'alerte. Moi, ce que je trouve comme important, c'est quoi? C'est que si l'autorité publique, en tout cas le fonctionnaire, se sent qu'à un moment donné, s'il fait des fautes, il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté qui n'est pas forcément politique, qui peut dénoncer ses actions, c'est des mesures dissuasives. Moi, je pense que ça, c'est des mesures dissuasives qui permettent aujourd'hui de comprendre justement que ce que j'ai fait, c'est-à-dire que si le système me protège, c'est-à-dire que je suis dans le corps de l'administration, c'est vrai, mes collègues et moi me contrôlent par rapport à ce que j'ai en train de faire, l'information peut sortir, quelqu'un d'autre peut l'avoir, et puis maintenant, ça permet effectivement une bonne visibilité, une bonne transparence, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes que nous avons dans le cadre, n'est-ce pas, des finances publiques, c'est le manque de transparence. Pourquoi? Parce que ça arrive souvent quand vous travaillez même sur pour améliorer même le cadre de vie des populations. Vous travaillez, même si pour des questions de recherche, vous menez, vous allez faire des demandes d'informations sur un certain nombre d'administrations, vous ne pouvez pas avoir l'information exacte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des données qu'on vous cache, et pourtant ces informations-là... Ce qui devrait être facilité par l'autre loi sur l'accès à l'information. Exactement. Ce que j'ai dit par là, c'est quoi? Nous avons besoin souvent de certaines informations pour nous permettre, n'est-ce pas, de faire des recommandations pratiques, pour permettre effectivement à l'administration centrale ou décentralisée de pouvoir prendre des décisions qui peuvent aller, n'est-ce pas, dans l'amélioration, n'est-ce pas, de ce qui est en train d'être fait. Mais la proposition qu'avait j'aimerais juste vous interpeller sur ce point, la proposition qu'avait faite Bey dans la première partie d'émission sur le partage de renseignements entre pays. Aujourd'hui, le partage de renseignements entre services gouvernementaux ne pourrait-il pas également constituer une solution par rapport à ce Mais c'est d'abord, non seulement c'est une solution, mais aujourd'hui, il faut quand même, je vous dis tout de suite qu'il faut digitaliser les choses. Je viens de vous dire tout à l'heure, j'avais fait une présentation sur la journée de l'économie sénégalaise qui est organisée par le maire. J'avais fait une proposition dans ce sens-là. En fait, je suis tout heureux de voir aujourd'hui qu'Albanie l'a fait. J'avais demandé justement que la mise en place, n'est-ce pas, d'IA, d'une intelligence artificielle dans le cadre des marchés publics, dans le cadre même de l'élaboration, n'est-ce pas, des fonds souverains, pour permettre effectivement que les choses soient dématérialisées. Ça nous permet un gain de temps énorme. Parce qu'aujourd'hui, la dématérialisation a permis, par exemple, au Kenya, dont vous avez parlé, de gagner à 1,5 de croissance économique. Donc c'est un gain de temps, mais aussi gain de recettes. Mais je vous donne à titre d'exemple, peut-être que je n'aimerais pas indexer par exemple une administration XY pour des questions de confidentialité. Vous allez voir dans certaines administrations centrales, par exemple, un dossier par exemple, de remboursement par exemple, de dette, et qui est dans le bureau d'un agent XY donné. Et que vous savez maintenant, il y a ce qu'on appelle la péremption, n'est-ce pas, de certain nombre d'opérations. Mais si c'est par exemple un agent B qui doit donner l'information pour que par exemple un client XY puisse par exemple survenir, en fait, payer sa dette, s'il ne transmet pas l'information à la direction pour pouvoir amener vers le client pour payer, pendant la période de temps va s'épuiser. Mais s'il y a un système d'information que j'ai proposé par exemple, ça permet par exemple, lorsque la date de paiement avant même la péremption, n'est-ce pas, de la créance puisse arriver à échéance, maintenant que le système puisse informer toutes les directions possibles pour ne pas que ça soit à la disposition d'une seule personne. Voilà le problème. Donc la digitalisation nous permet de gagner en temps, nous permet, n'est-ce pas, de gagner en termes de transparence. Aujourd'hui, l'administration centrale, qu'on le veuille ou pas, souffre de cette information. Vous savez, il y a une concentration de l'information de la part d'un chef ou d'une direction qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès. Mais si l'information est concentrée... D'où la nécessité d'aller vers cette dématérialisation
d'industrialisation dont vous parlez, mais relevant aujourd'hui de l'intelligence artificielle, il y a un autre défi à relever, encore plus important, c'est le défi également de la production de nos données. S'il s'agit aujourd'hui de la question des finances publiques ou bien même des marchés ou de la commande publique, il y a également ce défi des données aujourd'hui. Il faudrait travailler sur une IA, comme vous l'avez rappelé, qui soit suffisamment alimentée par rapport à des données sur ces questions concernant ces pays aujourd'hui pour plus d'efficacité, puisque les IA également fonctionnent à travers ces données également dont elles disposent. Et avec l'essor des technologies également, et des technologies et du numérique, autant pour moi, les pays africains renforcent davantage cette dématérialisation dont on parle tout à l'heure, de leurs services administratifs et autres services publics. Comment cette digitalisation, autant pour moi, des administrations publiques va changer aujourd'hui, ou bien change aujourd'hui, les habitudes des usagers du service public? Oui, mais la digitalisation, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de gagner en temps, comme il l'a rappelé. La digitalisation aussi nous permet d'accélérer les procédures, le traitement des procédures. Mais surtout, la digitalisation est même aujourd'hui un bon levier pour la mobilisation des recettes fiscales. Voilà, ça peut même permettre d'augmenter les recettes fiscales. Il y a des administrations qui utilisent aujourd'hui des outils qui leur permettent de renforcer l'amélioration de la mobilisation des recettes. Mais surtout, aujourd'hui, moi je pense qu'il nous faut des systèmes interopérables qui communiquent. Voilà, il nous faut des systèmes qui communiquent. Souvent, ce qui se fait dans l'administration, chaque administration développe son propre système informatique selon ses propres besoins. En Afrique, en tout cas, c'est ça. Tu vas aller au Trésor, ils vont te Est-ce que le développement d'une intelligence artificielle, comme l'a dit Keita aujourd'hui, qui regroupe ces différentes directions ou ces différents services, ne pourrait pas constituer une solution? Oui, mais pour continuer, j'étais en train de dire que chaque administration développe ses propres outils selon ses propres besoins. Et souvent, quand on développe ces outils pour nos propres besoins, ce qui arrive, c'est que l'outil nous permet de régler nos propres besoins, mais ne prend pas en compte les besoins des autres administrations. Ce qui fait, comme les administrations ne communiquent pas, ça pose un problème. Deuxièmement, il faut des guichets uniques. Il faut des guichets uniques, il faut aller vers des systèmes de guichets uniques, des systèmes de coopération, de transfert d'informations. Et c'est tout ça, cet ensemble-là et ce package-là qui va nous permettre de dépasser ce problème. Maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle est un bon outil? Oui, mais il y a des préalables. Vous l'avez dit, vous avez suivi le débat en Albanie. Aujourd'hui, l'opposition est en train de se demander, mais quelles sont les données d'entrée qui ont alimenté l'IA? Surtout ça. Parce que la question des données d'entrée est extrêmement importante. Tout à fait. C'est la base même du fonctionnement. C'est la base du fonctionnement de l'IA. Avec quel algorithme? Si les données d'entrée sont biaisées, naturellement, les résultats on va déplacer juste le champ de la corruption d'un terrain physique vers un terrain plus technique. Virtuel, tout à fait. Et qui serait difficilement même plus contrôlable. Ce qui fait qu'on aura l'impression et semblant d'un point de vue politique d'avoir un État où la transparence est là, alors que de l'autre côté, c'est des fonctionnaires qui maîtrisent les données d'entrée, qui connaissent comment ils ont construit ces données d'entrée-là, qui vont tirer profit de ce système-là. C'est pourquoi il y a cette question-là. L'autre question, c'est qu'en Afrique, les data centers que nous utilisons, c'est des data centers souvent qui dépendent de l'étranger. Il y a le data center de Diamniadio, mais dans l'administration de façon globale, les gens utilisent leur propre data center pour des raisons que nous connaissons. Et souvent, l'autre élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la question des données personnelles, effectivement. À partir de ce moment-là, il faut avoir des IA qui sont conçus par nous, pour nous, et dont les données d'entrée sont maîtrisées pour pouvoir l'utiliser dans certaines plateformes, parce que ce soit les administrations fiscales, douanières et les autres administrations, souvent en communiquant avec les citoyens, ces administrations bénéficient des données de ces citoyens. Ça aussi, c'est un autre pas à franchir, mais oui, c'est pourquoi dans certains pays, ils ont été un peu plus prudents que l'Albanie. Dans beaucoup de pays, je donne l'exemple du Cameroun, la Cour des comptes camerounaise commence à utiliser l'intelligence artificielle. Mais souvent, l'intelligence artificielle est utilisée dans le cadre du traitement quantitatif des données. C'est-à-dire qu'on demande à l'IA de se concentrer sur les aspects quantitatifs et eux, ils supervisent en tant qu'humains les aspects qualitatifs. Parce que là aussi, l'autre limite de l'IA, c'est que l'IA ne connaît pas la morale, ne connaît pas tout aspect qui n'est pas technique. En sur les aspects quantitatifs, cela leur fait aussi un gain de temps. Ça leur fait un gain de temps sur les aspects quantitatifs, mais eux, ils maîtrisent l'aspect qualitatif. Tout à fait. Parce que si vous avez l'IA, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir de maîtrise sur des données autres que techniques. L'IA n'est pas là pour prendre en compte des considérations autres que techniques. Or, des fois, pour prendre une décision, on a besoin
quand même d'éléments qui sont extérieurs à des aspects. Tout à fait. Des aspects techniques. C'est pourquoi la combinaison humain-machine. D'autant plus que dans la gestion des finances publiques, on parle depuis tout à l'heure de la question de la transparence, de l'éthique et autres. Et ce sont des questions également qui ne sont pas forcément prises en compte par la machine, par l'intelligence artificielle. Si on reste avec les préalables dont vous parlez, docteur Keita, ne faudrait-il pas aussi relever le défi aujourd'hui au préalable, ce défi-là de réduire la fracture numérique par la généralisation de la connectivité ou bien même des alternatives également qui soient accessibles aux populations également en milieu rural? Je veux bien sûr parler de cette question de l'innovation dans la gestion des finances publiques. Mais c'est des préalables, comme il a dit, donc les données d'entrée c'est préalable, mais aussi quand on parlait tout à l'heure dans la première partie par rapport au choc exogène, j'ai parlé, n'est-ce pas, de la fracture numérique. Vous avez vu par exemple aujourd'hui le coût de l'internet, le coût de la communication est relativement très élevé dans nos pays. Donc ce qui constitue aujourd'hui un frein pour le développement. L'accès à la connectivité en milieu rural. En milieu rural pratiquement c'est inexistant, parce qu'aujourd'hui nous parlons que nous sommes à la génération 5G, 6G, vous comprenez aisément. Lorsque plus vous êtes loin de Dakar, plus vous avez des problèmes de connexion. Ce qui constitue aujourd'hui des manques à gagner énormes. Maintenant, dans les autres coins, dans les autres régions, par exemple, les plus reculées, le fait qu'il n'y a pas de connectivité, ça réduit effectivement le volume de production, mais aussi ça réduit effectivement la capacité d'inclusion financière. Aujourd'hui, on parle de l'épargne, c'est l'inclusion financière. On parle maintenant de la taxation, n'est-ce pas, des opérations de mobile et autres. C'est lié à quoi? C'est donc l'utilisation, n'est-ce pas, du numérique. Et donc ici, dans des régions où il n'y a pas d'électricité, ça constitue aussi un problème. Donc aujourd'hui, il y a un préalable aussi qu'il faut mettre en place. Et ce sont tous ces préalables-là aujourd'hui que l'État doit prendre en compte. Pas seulement nos États, disons, dans le sens, disons, général du terme. C'est pourquoi je vous ai parlé tantôt d'un fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que, pour que le préalable soit mis en place, forcément, l'État ne peut pas être le seul bailleur. Le privé peut le faire parce qu'aujourd'hui, il y a un marché juteux qu'il faut avoir dans les régions. Il y a des productions qu'il faut mettre en place. Il y a l'inclusion financière qu'il faut mettre en place. Forcément des rapports entre le secteur privé. Exactement. Donc maintenant, ça, c'est possible avec justement le code des impôts qui est en train d'être voté actuellement, qui sera voté bientôt au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je pense que ça, c'est des préalables qui peut permettre effectivement de faire un clin d'œil aux investisseurs de venir. Des secteurs pour lesquels, par exemple, l'État ne peut pas forcément, à cause, n'est-ce pas, du fait qu'il est limité, n'est-ce pas, dans le cadre de son budget, mais que ce soit des secteurs que l'État puisse favoriser, que le privé puisse venir, ça c'est dans un aspect, ou bien dans le cadre, n'est-ce pas, des PPP, des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, c'est des éléments qu'on peut aborder, à partir duquel maintenant on peut donner une possibilité de réduire la fracture numérique. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, la fracture numérique constitue un élément important sur lequel l'Afrique aujourd'hui n'arrive pas à décoller. Je vous donne un titre d'exemple. Aujourd'hui, si vous avez un abonnement chez vous, n'importe quel abonnement pour ne pas faire de la publicité, le coût aujourd'hui c'est 5 fois plus élevé quand le même type d'abonnement quand vous êtes dans des pays développés en France. Et aujourd'hui, quand vous avez l'accès à un abonnement en France, ça vous donne la possibilité d'appeler en France et dans pratiquement tous les pays européens avec un prix 5 fois moins élevé que ce que nous avons ici. Donc ça constitue un problème. Donc aujourd'hui, il faut travailler vers ces éléments-là pour pouvoir d'abord gagner. Parce que si vous relevez le défi, n'est-ce pas, de la facture numérique, la digitalisation est réglée, un certain nombre de choses. Mais au niveau même, en matière, n'est-ce pas, aujourd'hui, de l'informel, c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui peinent à payer les impôts parce qu'il y a le déplacement qui cause un problème. Mais aujourd'hui, imagine maintenant qu'on arrive à permettre à ces populations-là d'accéder au numérique à moindre coût. Mais ça les permet sur place de remplir. Je sais qu'il y a un projet, en tout cas que je viens de saluer au niveau du Trésor, la dématérialisation de certain nombre d'opérations. Je pense que ça sera effectif bientôt. Mais c'est des éléments-là. Mais quand vous dématérialisez, mais les usagers n'ont même pas accès à l'information. Donc ça constitue un problème. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on déplace le problème. Pour régler le problème dans son entièreté, vous avez raison, il faut qu'on aille régler ces préalables-là. Ces préalables, aujourd'hui, ça demande soit un effort substantiel de la part de l'État, mais aussi un effort substantiel de la part du privé, ou bien dans le cas, n'est-ce pas, d'un partenaire. J'aimerais qu'on reste sur ces rapports-là entre gouvernants et usagers pour vous interpeller là-dessus. Il y a d'ailleurs le Sénégal qui dispose d'un programme d'appui à la modernisation de l'administration, PAMA, dont en tout cas le pays compte faire une profonde restructuration. Cette réorientation vise également à doter l'administration sénégalaise de moyens efficaces et d'outils modernes également. Selon vous, comment allier ainsi transformation numérique du service public et inclusion sociale?
Oui, mais les deux sont liés. Parce que quand vous faites une transformation numérique, vous aidez l'inclusion. Aujourd'hui, l'inclusion sociale, financière au Sénégal, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est surtout la bancarisation. Aujourd'hui, 88% des Sénégalais utilisent Wave, utilisent Orange Money, utilisent les autres mobile money. À partir de ce moment-là, c'est des gens qui sont inclus. Aujourd'hui, vous payez avec votre Wave pour acheter du guerre-tchaf, de l'eau, du tabac, etc. Je veux dire, il y a une inclusion financière. Ce qu'il y a, c'est un problème de bancarisation au niveau de l'Afrique. C'est ça le premier problème. Donc, effectivement, quand vous profitez des technologies, vous facilitez l'inclusion. Et mieux, aujourd'hui, la Banque centrale est en train de mettre en place un système qu'il appelle le SPI, système de paiement instantané, qui menace même tous ces réseaux-là qu'on connaît, Wave, Orange Money et autres. Réseaux de finance mobile. Oui, parce que c'est un système qui devrait être interopérable. Interopérable va permettre des transferts d'argent gratuits. Ça menace aussi la taxe que l'État veut mettre en place aujourd'hui, parce que ça pose des questions sur comment concilier un système interopérable dont la Banque centrale nous dit que ce sera disponible dès le mois de septembre, en tout cas le 30 septembre, ils vont commencer à l'intégrer. Et cette volonté-là d'avoir de la fiscalité sur les mobile money. Donc, pour répondre à cette question, les deux ne s'excluent pas. Mais mieux, vous avez parlé de l'administration qui doit se moderniser. Mais je suis d'accord, parce qu'on a eu une administration qui a été pendant longtemps, une administration qui considérait l'usager comme quelqu'un, comme un usager. On doit avoir des administrations qui considèrent l'usager comme le client. L'usager, c'est un client. C'est comme dans les entreprises privées, vous avez un client. Il faut bien traiter ce client-là pour que le client revienne. Et ça, on a besoin de moderniser en Afrique toutes nos infrastructures pour opérer ce changement de paradigme. Parce que on ne doit plus avoir en Afrique des usagers qui ont peur de l'administration. Ce style de management doit disparaître. L'usager ne doit pas avoir peur. Rétablir la confiance en l'administration. Il faut rétablir la confiance. On ne peut pas avoir peur d'aller au trésor ou d'aller aux impôts. On ne doit pas avoir peur. Ce n'est pas possible. Parce que nous, on travaille pour ces gens-là. Les fonctionnaires travaillent pour ces gens. Et pour ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, comment la transparence et l'innovation peuvent ainsi contribuer à faire, en tout cas, être le fer de lance pour réussir à avoir une administration publique moderne, où l'usager n'aura pas peur aujourd'hui de cette administration. Mais la transparence et l'innovation constituent des outils fondamentaux pour la bonne et simple raison que le citoyen a peur parce que le citoyen n'est pas informé. Parce que le citoyen ne connaît pas, parce que le citoyen ignore. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure à propos des lanceurs d'alerte, on ne peut pas demander à des gens de contribuer à la vigilance sans les informer au préalable. C'est pourquoi le gouvernement a été très conséquent en adoptant simultanément une loi sur les lanceurs d'alerte et sur l'ouverture des informations. C'est pour vous dire, allez vous ressourcer, allez avoir toutes les informations en dehors des informations qui sont plus ou moins des informations classées secrètes et confidentielles. Pour des raisons d'État, allez prendre tout le reste pour vous ressourcer afin de pouvoir mener votre vigilance extérieure. Et l'innovation nous permet d'avoir des citoyens qui sont consciencieux, des citoyens qui comprennent, des citoyens qui connaissent, des citoyens qui sont informés. À partir de ce moment-là, si le citoyen est informé, moi je pense que le curseur va se déplacer. On n'aura plus des citoyens qui ont peur de l'administration, mais c'est l'administration qui devrait avoir peur des citoyens. D'où même on parle de fracture numérique, parce qu'il y aura des résistances au changement. On n'en a pas parlé, mais ces résistances-là, pour la majeure partie, pour une bonne partie, c'est l'ignorance, c'est parce que c'est des gens qui ne comprennent pas. Mais pour la bonne partie de l'administration, c'est parce qu'ils ont peur que cet état de fait en tout cas, inverse les rapports de force de telle sorte que le citoyen est plus armé et mieux outillé pour faire face. Et d'ailleurs, les deux lois dont vous parliez depuis tout à l'heure, on peut dire que pour le cas du Sénégal, c'est en quelque sorte l'aboutissement puisque le pays également avait adhéré depuis quelques années également au principe de gouvernement ouvert aujourd'hui. Ces lois sur l'accès à l'information et l'autre loi également sur les lanceurs d'alerte viennent en quelque sorte aussi compléter ce travail-là que le Sénégal faisait déjà depuis plusieurs années. Et docteur Keita, selon vous, quels sont donc les enjeux aujourd'hui à aller vers cette innovation-là ou bien à promouvoir davantage ces innovations dans le service public? Il a dit tout à l'heure, je pense que c'est très simple.
Aujourd'hui, quand on va vers ce qu'on appelle la transparence, ça permet aux citoyens de comprendre, de suivre l'évolution effectivement de l'argent qui lui est demandé. Vous savez, en Europe, pourquoi les gens ne réussissent pas à payer l'impôt? Parce que vous savez à tout moment que l'argent qu'on vous demande de payer, quelle est l'utilisation que l'administration centrale ou bien l'État fait de cet argent-là? Aujourd'hui, quand vous demandez à n'importe qui, vous me demandez de payer l'impôt, on retrouve maintenant qu'est-ce que l'État fait de ça? Il n'y a pas d'information. Aujourd'hui, on a besoin de construire des hôpitaux, on a besoin de construire les routes. Mais si vous savez que cet argent que vous payez là, c'est ce qui permet effectivement à la construction des routes, c'est ce qui permet la prise en charge, n'est-ce pas, des malades, ce qui permet d'améliorer les urgences dans les hôpitaux, ce qui permet aujourd'hui de payer les profs au niveau de l'université pour permettre à tes enfants, n'est-ce pas, d'accéder à une éducation saine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la transparence est source de motivation d'abord pour lutter effectivement contre ce que moi j'appelle ici l'informel. Et souvent les services des impôts et du trésor sénégalais également communiquent beaucoup de plus en plus avec des campagnes publicitaires où ils expliquent également aux usagers la nécessité ou bien l'urgence, l'utilité plutôt à payer, à s'acquitter de ces taxes et autres redevances. Je pense qu'ils le font, ils doivent encore faire davantage parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'administration, nous sommes toujours dans leur méthode, c'est-à-dire que nous sommes effectivement dans ce qui se faisait depuis l'administration coloniale. C'est-à-dire que l'administration était devenue un environnement où le citoyen, n'est-ce pas, n'est pas considéré comme étant, c'est-à-dire comme un client. C'est-à-dire au niveau des entreprises, vous voyez, quelle est la force aujourd'hui des entreprises privées? Aujourd'hui, le client est roi. C'est-à-dire que tu penses que c'est à partir de l'argent du client que la prospérité, disons, dépend. Mais je sais qu'en tout cas, au niveau de l'administration centrale, au niveau du ministère de la fonction publique et du renouveau, il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits. Ça, vraiment, il faut le saluer. Dans le sens où, maintenant, on va transformer effectivement le citoyen, n'est-ce pas, pas seulement en un spectateur, mais en un acteur du développement économique. Ça permet eux aussi de se remettre en cause. Vous savez, nous avons parlé tantôt, n'est-ce pas, disons dans la première partie aujourd'hui, des chocs exogènes. Mais le citoyen ne se sent pas intéressé, le citoyen ne se sent pas, disons, directement lié à l'activité, il se met au retrait. Or, aujourd'hui, l'administration centrale a besoin aujourd'hui de savoir pourquoi aujourd'hui, la plupart aujourd'hui, nous avons... Je donne un exemple important à ce niveau. Aujourd'hui, on dit que le secteur informel représente à peu près 60% de la création de richesses au Sénégal. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les citoyens, avec un niveau de revenu très très élevé, de ne pas aller s'en résister, de ne pas payer les impôts? Mais ça, il faut aller vers le citoyen. Est-ce qu'il a peur? Est-ce que parce qu'il n'a pas l'information? Peut-être aujourd'hui, mais il faut instaurer la culture, n'est-ce pas, de paiement. Autant de solutions, en tout cas, développées tout au long de cette émission également, que ce soit dans la première comme dans la deuxième partie. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission, le débrief. Je rappelle que nous recevions Dr Souleymane Keita. Je rappelle que vous êtes économiste, également spécialiste des finances publiques. Merci encore et toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. En tout cas, le plaisir est pour moi de toujours partager ce moment de partage d'informations. Aussi, c'est important à ce moment que nous travaillons, que nous faisons, c'est en tout cas de mettre notre connaissance à la disposition de la population, mais aussi d'informer. Ça aussi, à côté de l'éducation que nous faisons, à côté, n'est-ce pas, de l'enseignement, nous avons aussi un devoir aussi d'informer la population. Et merci également pour cette générosité intellectuelle. Merci également à M. Modou Bey. Vous êtes inspecteur du Trésor, également spécialiste de l'économie et des finances plutôt et de la commande publique. Toujours aussi un plaisir, Bey, de partager ce plateau avec vous. Mais le plaisir est partagé, Daouda. Le plaisir est d'autant plus partagé que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce plateau avec mon co-débatteur qui a sorti des idées très intéressantes. J'espère que les Sénégalais qui nous ont suivis n'ont pas été déçus. J'espère vous revoir très prochainement. Je l'espère également. Nous espérons qu'au-delà du Sénégal, tous qui nous suivent à travers le continent africain également ont apprécié ces débats et toutes les propositions qui en sont ressorties. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.